En l'an 9, la défaite face aux tribus germaniques réduit à néant l'illusion d'une supériorité morale romaine. Ce qu'ils appellent civilisation, leurs voisins l'appellent tyrannie. Les Romains semblent condamnés à retenir cette leçon. Au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, les forces romaines partent à l'assaut d'une terre de légende qui n'avait pas encore rejoint le giron de l'Empire, la Grande-Bretagne. Recouverte d'épaisses forêts, habitée par des hordes de sauvages, elle fascine les Romains autant qu'elle les terrifie. La conquérir sera un exploit digne d'un grand empereur. Cela fait maintenant 6 siècles que le monde antique vit sous le joug de l'Empire romain. En l'an 40 de notre ère, il s'étend du désert d'Arabie aux côtes rocheuses de la mer du Nord. Partout, il convertit ses ennemis par le commerce et la richesse qu'il déploie. Il est contrôlé d'une main de fer grâce à l'armée la plus disciplinée que le monde ait jamais connue. Les Romains aimaient à s'imaginer en puissance civilisatrice. Ils tiraient une grande fierté de leur capacité à gouverner leur empire. Ils croyaient tenir ce pouvoir de Jupiter. Gouverner est leur véritable point fort. Les Romains pensent que l'empereur incarne ce pouvoir divin. Mais tous les empereurs ne sont pas divins. En 41, Rome est ébranlée par les excès de l'empereur Caligula. Caligula était un enfant gâté. Il se peut aussi qu'il ait été fou. On connaît tous par exemple l'histoire selon laquelle il aurait donné le titre de consul à son cheval. Il aurait aussi fait construire des ponts juste pour pouvoir les traverser sur son char. Il se comportait de manière étrange pour montrer qu'il avait du pouvoir. Un grand nombre de personnes de son entourage ont commencé à se sentir menacées, à se dire que l'empereur était imprévisible, paranoïaque et sans doute fou. Des membres de la milice d'élite, appelée garde prétorienne, décident de défaire Caligula avant qu'il ne se retourne contre eux. Ils mettent leur plan à exécution alors que l'empereur vient de passer un après-midi à jouer. Selon Suétone, biographe du 1er siècle. Caligula, à terre, se tordait de douleur. « Je suis encore vivant !» cria-t-il. Et l'ordre se propagea. « Frappez-le !» Et l'empereur succomba après 30 coups portés. C'est un moment crucial, parce que pour la première fois, on a découvert, et ce de manière très brutale, combien le pouvoir de l'empereur dépendait des militaires. La garde prétorienne décide de choisir le nouvel empereur parmi les siens. Elle trouve son candidat tapi derrière une tenture. Il s'agit de Claude, l'oncle de Caligula. Voilà un homme facile à manipuler, une marionnette dont la garde pourra tirer les ficelles. Il bavait, il bégayait, il était plein de tics. Sa survie tient sans conteste au fait que personne ne le prenait au sérieux. Personne ne l'envisageait comme un candidat possible à ce poste-là. Sûr d'avoir fait le bon choix, la garde installe Claude à la tête du plus grand empire sur Terre. Les plus anciens parmi les gens de sa maison avaient décidé durant sa jeunesse qu'il ne devait pas acquérir trop d'expérience en matière administrative ou militaire. Presque tous les jeunes gens issus de la famille impériale étaient assez vite nommés à des postes dans le domaine public. Ça n'a pas été le cas de Claude. L'empereur Claude a tout approuvé à ses sujets qui le croient incompétent. D'un autre côté, il a une dette envers la garde prétorienne qu'il a nommé empereur. Une guerre permettra de faire d'une pierre deux coups. Des honneurs et du butin pour les soldats, du prestige et de la dignité pour l'empereur victorieux. D'un point de vue économique, un soldat romain préférera toujours la conquête d'une région et l'aventure militaire. D'un point de vue psychologique, il ne veut pas rester inactif. Il veut donner tout ce qu'il a au combat. Plus la conquête est spectaculaire, mieux c'est. Mais où aller?
La réponse de Claude est aussi audacieuse qu'inattendue. La Grande-Bretagne, cette île effrayante et lointaine qui a vaincu Jules César près d'un siècle plus tôt. Celui qui parviendra à la mater deviendra plus grand que César lui-même. Pour mener cette expédition, Claude choisit Plautus, un brillant sénateur et un général reconnu. Il part avec 4 légions à sa suite vers des terres étranges, hantées par un terrible passé. Les troupes sont nerveuses et apeurées. À mon avis, dans ce genre de mission, on ne peut pas minimiser la peur de l'inconnu. Il y avait une peur véritable que de l'autre côté de la Manche, ils tombent sur des armes de destruction massive version 1er siècle après Jésus-Christ. Des rumeurs courent sur la magie puissante pratiquée par les druides, les prêtres de la religion mystérieuse de Grande-Bretagne. Voilà ce qu'en dit le sage Pline l'Ancien. La Grande-Bretagne est fascinée par la magie. Le culte monstrueux des druides prétend qu'assassiner un homme est une preuve de dévotion et que manger sa chair est bénéfique. Ces sacrifices humains répugnent les soldats, ce qui incite Claude à interdire le druidisme. Pour qu'une religion soit ainsi prohibée, il fallait qu'elle fasse des choses que les Romains réprouvaient. Le sacrifice humain en faisait partie. On accusait les druides de le pratiquer, ce qui est sans doute vrai. Par ailleurs, les Romains craignaient toute force politique ou sociale déstabilisante. Magie plus politique, un mélange explosif. Toujours sur leur garde, les Romains quittent la plage de Rutupiae, aujourd'hui Richboro, et s'avancent vers la Tamise, qui longe le vaste territoire contrôlé par la puissante tribu des Catuvelloni. Imprégné des mystères druidiques, Caratacus, prince des Catuvelloni, ne porte pas d'armure. Il lui préfère des peintures de guerre au pouvoir magique. D'après ce que l'on sait, la maîtrise de tous ces savoirs demandait de longues années d'études, environ 20 ans pour apprendre les différents textes, les poèmes, les psalmodies, les prières, les formules magiques. Les druides prennent la tête de la rébellion contre les Romains. Ils vont librement d'une tribu à l'autre, fournissent des renseignements sur l'ennemi et recrutent de nouveaux partisans. Les druides n'étaient pas des intermédiaires entre les hommes et les dieux, mais tenaient plutôt le rôle de juges. En tant que leaders, on ne pouvait pas se passer d'eux. Dans la société celte, les druides avaient leur mot à dire dans tous les domaines. Togodumnus, le frère de Caratacus et chef militaire du royaume voisin, arrive avec son armée pour soutenir la résistance. Joignant ainsi leurs forces, les princes abordent les Romains en toute confiance. Les Britanniques n'avaient pas été vaincus lors du dernier passage des Romains. De plus, ils les affrontaient sur leur propre territoire et ils avaient déjà pu observer leurs techniques de combat. Pour toutes ces raisons, ils se sentaient sans doute tout à fait capables de repousser une fois de plus leurs attaquants. Le Pays de Galles était le terrain le plus accidenté et le moins peuplé, mais aussi celui où la population était la plus guerrière. Les soldats étaient entraînés à se battre en formation avec des bataillons auxiliaires en guise de renfort pour pouvoir opérer même à découvert, ce qui fonctionnait très bien. Cette tactique avait fonctionné en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient et en Gaule. Son efficacité a été moindre dans les contrées germaniques et elle a été nulle en Grande-Bretagne. Dion, historien du IIIe siècle, nous relate. Les barbares ont trouvé refuge dans les marécages et les forêts, espérant épuiser leurs envahisseurs à force de vains efforts. Ils connaissaient les terrains praticables et les chemins les plus courts. Les tentatives des Romains pour les suivre n'ont pas été couronnées de succès.
Face aux Romains, je crois que la stratégie de départ des Britanniques était la bonne. Ils les ont laissés arriver sans opposer de résistance. Ensuite, le but était de les attirer à l'intérieur des terres pour les piéger et les empêcher de repartir. Lorsqu'ils attaquent, les Britanniques agissent avec ruse et sauvagerie. La discipline de l'armée romaine est bien connue. Beaucoup de documents en parlent. Le fait que les soldats romains puissent continuer d'obéir, y compris dans les pires situations, est remarquable et indique qu'ils avaient un grand talent pour diriger et entraîner leurs recrues. Ils étaient donc les meilleurs soldats de l'époque, pour ne pas dire de tous les temps. Plautius subit défaite sur défaite, toutes plus humiliantes les unes que les autres. Mais cela n'entame pas sa détermination. Le point essentiel est que l'armée romaine savait se montrer patiente. Il n'est pas question de victoire décisive ici. Il s'agit d'une campagne, et une campagne est toujours longue. De toute façon, que pouvait-il faire d'autre? À Rome, l'empereur Claude se prépare lui aussi à envahir la Grande-Bretagne. Bientôt, il assistera lui-même à la capitulation de l'ennemi. Pour la première fois de sa vie, il porte les atours du guerrier. Il devait faire ses preuves dans le domaine militaire. Au temps de la Rome antique, il était capital d'être efficace d'un point de vue militaire et de pouvoir présenter un certain nombre de victoires, si possible contre un ennemi étranger. Claude projette d'écraser les barbares grâce à l'arme la plus destructrice et imposante de l'époque. Les éléphants de combat. Ils annonceront la grande arrivée de l'empereur. Puis Claude apprendra aux Britanniques à se prosterner devant l'Empire romain tout-puissant et la gloire lui reviendra. Plautius voit l'occasion de retourner la situation à son avantage. Il ordonne à un groupe de forces spéciales composé de provinciaux de lancer une attaque surprise de l'autre côté de la Tamise. En gros, il y avait deux sortes de soldats. Ceux qu'on appelait les légionnaires, qui étaient des citoyens romains, et ceux qu'on appelait des auxiliaires, qui étaient recrutés dans les populations soumises par l'Empire. Plautius envoie donc 3 auxiliaires traverser la Tamise à la nage. Non pas parce que les Romains n'auraient pas pu le faire, mais la mission étant dangereuse, il ne voulait pas risquer de perdre un grand nombre de ses troupes régulières. Alors, autant envoyer les auxiliaires. À l'instar des druides, Caratacus et Togodumnus considèrent l'eau comme sacrée et croient que le fleuve les protège de leurs ennemis. Les Romains, n'étant pas freinés par ce genre de croyances, se lancent à l'eau et s'approchent sans être vus. Ils savaient très bien deviner à qui ils avaient affaire, le degré d'unité de l'armée qu'ils affrontaient, le type d'armes et d'armures qu'ils employaient. Ils servaient en quelque sorte d'éclaireurs qui allaient étudier leurs ennemis et évaluer leur nombre. Une fois les informations recueillies, les auxiliaires tuent les chevaux des barbares pour les empêcher d'opérer une retraite trop rapide. Ce n'est qu'à ce moment-là que Plautius décide d'envoyer toutes ses troupes affronter les Catelloviens. Les troupes combattent au corps à corps. L'assaut se transforme en une énorme mêlée où l'on ne déborde l'adversaire que par la force, d'abord pour l'effrayer, ensuite pour le faire reculer et enfin le poursuivre. Au deuxième jour, l'avantage semble pencher du côté des Romains. À la fin de la journée, l'armée romaine était encore en possession de tous ses moyens et capable de continuer le combat, tandis que l'autre camp était psychologiquement affecté par la violence de l'attaque romaine.
Togodumnus est mortellement blessé lors du massacre. Quant aux survivants, ils battent en retraite par les marécages. Les familles des druides découvrent une toute nouvelle réalité. Des rumeurs de la terrible débandade provoquent un mouvement de panique et les gens prennent la fuite. Caratacus et sa famille doivent eux aussi partir ou accepter l'humiliation de se soumettre aux Romains. Après une importante victoire militaire, il était de tradition de décerner un honneur au général en charge, en organisant une parade où il défilait et que l'on appelait un triomphe. Si possible, le chef des forces vaincues défilait lui aussi pour montrer à travers lui qu'un peuple étranger venait d'être soumis. En général, il était exécuté à la fin de la parade en tant qu'ennemi du peuple romain. Caratacus n'a pas l'intention de servir de trophée aux Romains. Criant vengeance, il rassemble ses sympathisants et les entraîne loin vers l'ouest, vers les terres vallonnées au cœur du royaume des druides. Caratacus devine avec justesse que les Romains ne le suivront pas, préférant s'installer sur les rives de la Tamise. Dion, historien du IIIe siècle. Suite aux obstacles rencontrés le long de la Tamise, Plautius prit peur. Au lieu d'avancer, il décida de préserver ce qu'il avait déjà conquis et fit chercher Claude. Mais est-ce vraiment la peur qui guide Plautius plutôt que la politique? Je doute qu'un homme aussi intelligent et expérimenté que Plautius ait été intimidé par la Tamise. À mon avis, il avait plutôt reçu l'ordre de mander l'empereur au moment opportun, c'est-à-dire après avoir conquis une portion des rives du fleuve afin d'avoir une base dans les terres à partir de laquelle opérer. À partir de là, l'empereur se présenterait en personne afin d'établir sa crédibilité d'un point de vue militaire, crédibilité dont il avait grandement besoin. L'empereur Claude essaye de rejoindre la Grande-Bretagne par la mer, mais son vaisseau se perd vers les côtes espagnoles, si bien qu'il doit remonter toute la Gaule jusqu'à Gésoriacum, aujourd'hui Boulogne, avant de pouvoir traverser la Manche. Lorsqu'il arrive, la campagne touche à son terme. Nous savons que l'empereur arrivait toujours en grande pompe. Des cohortes de gardes du corps, la fameuse garde prétorienne l'accompagnait, ainsi que des éléphants. Des éléphants qui, bien entendu, ne sont pas une espèce endémique de Grande-Bretagne, ni même d'Europe de l'Ouest. En arrivant ainsi entouré, il claironnait sa présence. Ensuite, il supervisait de loin la prise de quelques villes. L'arrivée surprenante de Claude, additionnée à l'humiliante défaite de Caratacus, incite beaucoup de chefs de guerre britanniques à se soumettre plutôt qu'à résister. Aujourd'hui, nous nous faisons une certaine idée de la liberté. Cette idée nous constitue. Dans l'Antiquité, ils n'avaient pas forcément la même. La majorité des gens s'habituaient tout simplement à chaque nouvelle force qui les dirigeait. Les impôts qu'ils payaient au chef A, ils les paieraient au chef B, et cela n'avait pas grande importance. S'ils pouvaient réduire les dégâts commis par une armée, surtout une armée qui n'avait pas le droit de violer les femmes, ni de piller les terres, ils faisaient ce qu'on attendait d'eux. Résister aux Romains ou collaborer. Dans le royaume des Brigantes, au nord, le choix pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la population. La décision revient à Cartimandua, leur reine toute-puissante. Les Britanniques aimaient être dirigés par des femmes qui avaient de très fortes personnalités et qui avaient le soutien d'hommes eux aussi puissants, ce qui validait leur statut. C'est par leur force de caractère et leur charisme qu'elles arrivaient à rallier la population derrière elles. Vénusius, le mari de la reine, n'a aucun doute sur la conduite à adopter. Il refuse de toute son âme de céder face aux Romains.
Dans la région qui deviendra le pays de Galles, la question est tranchée. Les chefs de guerre les plus féroces s'accrochent à leurs origines et rejettent en bloc la domination de l'Empire. Les druides en appellent à leur dieu pour repousser les Romains. L'heure est si grave qu'ils organisent leur plus importante cérémonie, un sacrifice humain. L'exilé Caratacus devient leur agent le plus vertueux. Sa passion enflamme la résistance. Il était capable de rassembler des tribus très différentes dans la lutte anti-romaine, en créant un ennemi commun. Il a été l'un des personnages les plus charismatiques de son temps, grâce à son pouvoir de persuasion, incitant les gens à s'opposer à la machine de guerre romaine. Liés par une haine commune et par leur religion ancestrale, les Celtes jurent de se battre jusqu'au dernier. La victoire a redonné confiance aux troupes romaines. Désormais, ils ne craignent plus les Britanniques. Mais ils ne savent pas encore que le pire est à venir. Claude crée alors une province romaine dont la capitale est Camulodunum, aujourd'hui appelée Colchester, où une douzaine de royaumes viennent lui prêter leur serment d'allégeance. Le soutien de ses nouveaux alliés protège la jeune province des rebelles. Après 16 jours passés en Grande-Bretagne, Claude rentre à Rome. Il s'est absenté à peine 6 mois, mais en termes de stature, il est à des années-lumière de ce qu'il était à son arrivée au pouvoir. Désormais, il est un conquérant. En termes de propagande, la valeur de ce genre d'expédition est extraordinaire et la cote politique de Claude est montée en flèche. C'est un peu comme un président d'aujourd'hui qui rend visite à ses troupes sur le terrain, même s'il ne s'approche jamais des zones de combat. Dion, historien du IIIe siècle, raconte. Le Sénat lui a donné le titre de Britannicus. Ils ont également voté la tenue annuelle d'une fête pour commémorer la conquête. Des arcs de triomphe seront érigés à cette occasion. Monument pour le moins impressionnant, les arcs de triomphe peuvent dépasser les 20 mètres de haut. On a offert à l'empereur un arc de triomphe orné d'une inscription commémorant ses exploits lors de la conquête de la Grande-Bretagne. On construit donc un monument permanent dans la ville de Rome sur lequel il est dit que Claude est un grand général et conquérant. Les honneurs militaires étaient le but principal qu'il cherchait à atteindre en allant en Grande-Bretagne. Cela donne à Claude une crédibilité militaire dont il était dépourvu jusque-là. Pour Plotius, que l'empereur a nommé gouverneur de Grande-Bretagne, ces célébrations doivent sembler prématurées. Dès que les Romains sortent de la zone qu'ils ont sécurisée, ils sont la cible d'attaques très bien organisées menées par Caratacus, le chef rebelle. Ils communiquaient grâce à des messagers à pied qui, connaissant parfaitement le terrain, savaient passer rapidement d'une région à l'autre. Les informations circulaient donc très bien. Certaines des embuscades les plus efficaces de l'histoire ont été de simples rochers ou troncs d'arbres lâchés du haut d'une montagne sur des soldats. Donc d'un côté, nous avons un soldat romain. Il est équipé de sa lance, de son épée à lame courte, il est habitué au corps à corps, et soudain, voilà qu'on l'attaque à coups de pierre, qu'on le vise avec des lances, des haches, et que des troncs d'arbres entiers roulent vers lui. Au bout d'un moment, il a du mal à faire face. Les généraux locaux, à savoir les généraux britanniques,
excitait leurs troupes en prononçant des discours enflammés où il les exhortait à se battre contre l'envahisseur qui voulait faire d'eux des esclaves, contre ces étrangers qui voulaient les conquérir. Caratacus était très efficace dans le combat et surtout en matière de guérilla. Les Romains qualifiaient sans doute sa lutte de terrorisme ou d'insurrection, mais lui l'appelait résistance, et elle donnait de bons résultats. Souvent, après une attaque, les rebelles se volatilisent dans la forêt. Plautius doit agir pour écraser la résistance s'il ne veut pas que la jeune province disparaisse. Cela signifie que sur le terrain, les officiers ont dû prendre des décisions qui ne sortaient pas tout droit de leur manuel d'entraînement. Ils ont dû s'adapter aux nouvelles conditions et aux tactiques de guérilla de leurs ennemis. En 45 après Jésus-Christ, Plautius envoie ses troupes basées à Camulodunum en mission. 3 légions marchent vers le sud, l'ouest et le nord. La 9e se dirige vers les terres des Brigantes. Les courageux Brigantes contrôlent les contrées du nord, faisant tampon entre les barbares et les Romains. Pour l'ambassadeur romain, la coopération de la reine Cartimandua est très précieuse. Le but était de diviser pour mieux régner. On isolait certains groupes, puis on les soumettait pour s'en faire des alliés, ce qui au final présentait un grand avantage. Cartimandua accepte la proposition impériale. Après tout, avec une légion à sa porte, sa marge de manœuvre est limitée. Que fait-on pour son peuple si le choix n'est pas entre la liberté et la conquête, mais entre la collaboration et la destruction? Pour quelqu'un comme Cartimandua, collaborer avec Rome lui permettait de préserver une certaine autorité et elle minimisait les risques, du moins pour elle-même, en décidant de ne pas se battre. Vénusius, l'époux de la reine, est farouchement contre sa décision. Et il n'est pas le seul. Les Romains avaient tout à gagner en passant ce genre d'accord. Le problème, c'est qu'il y a parfois des scissions internes, comme avec Cartimandua, dont le mari s'est retourné contre elle. Vénusius supporte mal d'avoir les mains ainsi liées, mais pour l'instant, il se plie à la volonté de la reine. Amer mais insoumis, il attend que la situation évolue. Les Romains gagnent du terrain et assujettissent les villages les uns après les autres. Le plus important pour le gouverneur, surtout dans une province qui vient juste d'être établie, c'est de maintenir une certaine stabilité. Il doit créer des liens avec la communauté locale. Il est bon de romaniser les populations, faire qu'elles se sentent à l'aise avec les Romains. Pour ceux qui coopèrent, les Romains se montrent généreux. Pour ceux qui résistent, la vengeance est implacable. Les soldats pourchassent les insurgés et appliquent la loi romaine à coups de lance. Les fauteurs de troubles sont partout. Mais les légionnaires font aussi des convertis. Lentement mais sûrement, le territoire contrôlé par les Romains s'étend. Les nouveaux arrivants séduisant au passage de plus en plus de monde. Dans l'arène politique, le général Plautius est considéré comme un héros. 4 ans après l'invasion, Claude, reconnaissant, le rappelle à Rome. Et Plautius part accompagné de prisonniers britanniques qui participeront au combat de gladiateurs. Il était assez habituel qu'une personne reste à la tête d'une province ou d'une armée pendant 4 ans. Puis on nommait quelqu'un pour la remplacer. Il ne fallait pas qu'il reste en poste trop longtemps au cas où les troupes s'attacheraient trop à leur général. Parce qu'à ce moment-là, les soldats pourraient se convaincre que leur chef ferait un bon empereur. Dion, historien du IIIe siècle. Beaucoup de gens prenaient part au combat de gladiateurs, y compris des prisonniers britanniques.
Plotius y a présenté un grand nombre d'hommes et en a retiré une grande fierté. Ce sport sanglant pratiqué dans l'arène confirme aux Romains leur supériorité. Les barbares ne sont que de la poussière sous leurs pieds. Mais en Grande-Bretagne, certains choisissent de se battre, comme le prince rebelle Caratacus. La pacification d'une population en vue du retrait de l'armée romaine est un processus complexe. Les Romains ont dû adopter un plan à long terme pour l'annexion et la conquête. Bien obligé quand votre adversaire est un personnage aussi charismatique que Caratacus. Caratacus était à la source des actes de rébellion les plus importants. Il semblait capable de s'attacher à un grand nombre de Britanniques et il remportait des victoires. Les villages devenus romains subissent les attaques audacieuses de Caratacus. Une série de victoires fait de lui le premier chef des Britanniques. Tous comptent sur lui pour repousser les envahisseurs. En novembre, lorsqu'il apprend qu'un nouveau gouverneur vient d'être nommé, Caratacus met au point son plus vaste plan d'attaque. Le nouveau gouverneur Scapula reçoit un accueil sanglant. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour Caratacus. Les troupes romaines ne faiblissent pas. Caratacus essuie sa première grande défaite. Mais le chef rebelle ne baisse pas les armes. Il se réfugie dans le sud du pays de Galles et déclenche une insurrection. Alors qu'elle gagne le nord, Scapula retire la 9e légion de la contrée des Brigantes et l'envoie combattre à l'ouest. Mais là-bas, il ne trouve que des femmes et des enfants. Les rebelles ont disparu dans les collines. La rébellion galloise a grossi. D'ailleurs, toutes les rébellions qui sont nées au pays de Galles jusqu'au début de la période moderne ont prospéré parce qu'il était difficile d'atteindre les rebelles. Les Romains sont obligés de ratisser les montagnes, les forêts et les îles de la côte pour les retrouver. Ce n'est pas très différent de la situation qu'ont connue les soldats américains au Vietnam, où ils se retrouvaient à combattre en pleine jungle alors qu'ils n'étaient pas préparés à ça, ni à la capacité de l'ennemi à se fondre ainsi dans le paysage. Scapula décide alors de détruire les cachettes de ses ennemis et ravage tous les villages de rebelles sur son chemin. Mais à sa suite, une mutinerie explose, menaçant de créer une deuxième vague de rébellion. Les druides se rassemblent au cœur de la forêt des Brigantes. Les Brigantes voient les Romains fondre sur le pays de Galles, qui est un terrain difficile, et ils se disent que c'est le moment d'agir. Puisque les Romains sont occupés à l'ouest, c'est le moment ou jamais de se soulever ici et de reprendre l'avantage. Il sera peut-être possible de détruire les Romains en les prenant entre deux feux. Pour réussir cette seconde rébellion, il faut l'appui d'un personnage important. Vénusius, mari de la reine collaboratrice Cartimandua. Vénusius était quelqu'un qui comptait beaucoup. Il ne tenait pas sa position de son hérédité, mais c'était tout de même le chef le plus visible du royaume. En tant que tel, le fait de se retourner contre sa femme était un signal fort pour tous ceux qui aspiraient à la rébellion. Les nobles rebelles débattent du nom et de la loyauté de Vénusius. Après tout, qui profiterait le plus du renversement de sa femme? Mais ils sous-estiment le pouvoir de Cartimandua. La reine possède des espions partout.
Lorsque les noms des chefs rebelles sont dévoilés par le serviteur même de son mari, elle découvre que ses guerriers les plus précieux font partie du complot. Acculée, elle appelle Rome au secours. Les rois, les reines et les chefs qui soutenaient les Romains les soutenaient parce qu'ils avaient passé un accord avec eux. En d'autres termes, les Romains avaient promis d'apporter leur aide, et cet accord était toujours d'actualité. Cartimandua envoie un messager pour prévenir Scapula. Il doit revenir honorer le serment de Rome et la protéger. Pour Scapula, cela ne pouvait pas tomber plus mal. Il n'a pas d'autre choix que de se retirer du pays de Galles pour venir en aide à la reine. Et son départ ouvre une brèche pour Caratacus et les rebelles gallois. Face à la retraite des Romains, des guerriers de toute la Grande-Bretagne se joignent à Caratacus. Ils arrivent armés, pleins de leurs croyances anciennes et accompagnés de leurs familles. Cette fois, la résistance ne reculera pas après la première attaque. Caratacus ordonne à ses troupes de se préparer. Tacite, historien de l'époque classique. Il a sélectionné un lieu où de nombreux facteurs allaient l'aider et nous gêner. Un lieu très bien défendu. Une position défensive retranchée comme celle-ci offre un énorme avantage aux défenseurs. Et Caratacus avait toutes les raisons de croire, au moins cette fois-là, qu'ayant choisi et préparé le lieu de l'affrontement, il avait une chance de renverser les Romains. Il s'attendait à remporter cette victoire. La dernière chance d'une Grande-Bretagne indépendante tient à cet espoir fragile. Au nom de l'empereur Claude, Rome entre dans sa 6e année de la difficile conquête de la Grande-Bretagne. Pour faire court, l'empereur romain était considéré comme le commandant en chef de l'Empire. Au bout du compte, son rôle était d'assumer la victoire ou la défaite de n'importe quelle action entreprise par l'État romain. Le chaos perpétuel qui agite la Grande-Bretagne jette une ombre sur la légitimité du règne de Claude. Cartimandua, toujours fidèle à Rome, exige que l'Empire la protège contre ses sujets rebelles. Avec ses partisans, elle se barricade dans sa place forte en attendant que le général Scapula vienne à leur rescousse. Scapula écrase la rébellion et lui apporte la tête de son chef. L'époux de la reine Vénusius est indigné. Il se sent de plus en plus solidaire avec la résistance. Scapula repart une fois de plus vers le pays de Galles avec la 9e Légion. Pressé d'en finir avec Caratacus, il double le nombre d'hommes en appelant la 20e Légion, basée à Camulodunum. En 50 après Jésus-Christ, dans l'obligation de défendre l'honneur de l'Empire, Scapula lance des milliers d'hommes parmi les mieux entraînés à l'assaut de leurs ennemis, plus déterminés que jamais. Quelqu'un comme Scapula aurait pu convaincre Claude qu'une défaite, dans ces circonstances, aurait été acceptable. Mais le poste qu'il allait obtenir par la suite dépendait de cette bataille. La défaite n'est pas envisageable, mais la victoire n'est pas donnée. Tacite, biographe de l'époque classique, nous raconte. Nos soldats sont arrivés jusqu'au rempart, mais un terrible échange de tirs a fait de nombreuses victimes et beaucoup de blessés. Les Romains se remettent en formation et repartent à l'attaque. Rome prend le dessus. Elle devient la machine de guerre que l'on connaît, ne laissant aucune chance à la rébellion. Et en effet, elle n'a pas résisté. Ils voulaient affronter les Britanniques une bonne fois pour toutes et en finir. La véhémence et la violence de l'assaut final ont été telles que les Britanniques ont été débordés. Les plus chanceux connaissent une mort rapide. Les autres sont faits prisonniers. Humiliation, esclavage et meurtres rituels attendent les captifs.
Caratacus réalise avec horreur que sa femme et ses enfants font partie des prisonniers. Caratacus parvient à s'échapper. Il se réfugie alors chez les Brigantes, alors même que leur reine Cartimandua coopère avec les Romains. Vénusius, le mari de Cartimandua, est un patriote bien connu qui s'oppose à la politique de collaboration de sa femme. Personnellement, je pense que Caratacus n'a pas fui pour rejoindre Cartimandua, mais bien Vénusius, dans l'espoir d'obtenir son soutien et peut-être de gagner Cartimandua à leur cause. Cartimandua ne cède pas. Elle est tout entière dévouée à Rome. Elle offre Caratacus, le héros de la Résistance, pour cimenter sa position d'ami de Rome. Sa trahison répugne Vénusius. Exhibé à travers les rues de Rome, Caratacus et sa famille électrisent la foule. Tacite, historien de l'époque classique. La réputation de Caratacus s'est étendue des îles aux provinces voisines jusqu'en Italie. Ces gens étaient curieux de voir l'homme qui avait défié leur puissance pendant tant d'années. Son nom était connu même à Rome. Il était le symbole de leur victoire. C'était le chef de leurs ennemis qui défilait dans les rues, vaincu. En général, on envoyait les ennemis de Rome en prison. Ensuite, on les jetait dans un puits, après les avoir étranglés. Mais pas dans ce cas précis. On a présenté Caratacus à Claude, qui trônait, comme pour un tribunal, sur une sorte d'estrade. Et il a prononcé un discours passionné. Si l'on en croit Tacite, ce discours traitait de la nécessité de résister à la domination. Après ce discours, Claude a laissé la vie sauve à Caratacus afin de montrer à tous la clémence de l'empereur. Accorder sa clémence sous-entend qu'on se sent supérieur. Et c'est bien ainsi que les Romains se voient. Ému par le discours de Caratacus, Claude offre son pardon à ce célèbre barbare ainsi qu'à sa famille. Il a probablement passé le reste de sa vie dans une villa en dehors de Rome, dans un certain confort bien sûr, mais sans liberté. On lui offrait une cage dorée. L'assimilation de Caratacus est achevée. Celle de la Grande-Bretagne ne se fait pas aussi aisément. 10 ans après, les rebelles se soulèvent de nouveau, menés cette fois par Vénusius. Un siècle plus tard, les frontières nord ne sont toujours pas sécurisées. La province ne s'est jamais tout à fait assimilée. Elle était trop éloignée. Les Romains seront obligés d'ériger le mur d'Adrien pour se protéger des envahisseurs venus du nord. Ils finiront par se lasser et par abandonner la province. Et aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de traces de la domination romaine. Conquise pour étayer la réputation d'un empereur, l'île va absorber des hommes et des ressources pendant des siècles. Et à la chute de l'Empire, la Grande-Bretagne sera la première à revenir à un état dit barbare.